Alors, faut-il essayer de ne pas s'écouter quand on est atteint de TAG, trouble anxieux généralisé, de se pousser à faire des choses qui angoissent? Est-ce que globalement, en général, c'est favorable à l'évolution du trouble, même si on passe par des moments difficiles? Vous êtes bipolaire stabilisé, mais vous devez parfois douter d'être capable d'assurer votre taf. Qu'en pensez-vous? Alors, attends, il y a deux questions. Oui. Faut qu'on lise parce qu'il y a plein de gens qui l'écoutent, en fait, qui Ah regardent pas. bah oui. Alors oui, mais ne pas s'écouter quand on a un tag, c'est un peu comme si on disait aux patients infectés de pas être infectés. Mm. Le problème même du tag, c'est que cette capacité à se dissocier un peu des pensées, des cognitions, des ruminations, etc., ne sont pas tout à fait bien développées. Moi, par exemple, si je m'inquiète sur est-ce que ce soir on va avoir à bouffer ou pas, j'ai une capacité qui peut permettre de balancer le truc en chaîne et je me dis, bah, au pire, on verra bien, je m'en fous, quoi. Mm. Les gens qui ont un tag, ils savent pas faire ça. Donc, en fait, il faut qu'ils apprennent à faire ça. Et ce qui est sûr, c'est que le but est de faire les choses non pas parce que elles permettent de diminuer une émotion négative, ok? Donc, je me mets pas à ruminer parce que comme ça, j'angoisse moins ou je sais pas quoi. L'idée, c'est de faire les choses parce que bah, elles sont d'accord avec nos valeurs, nos Les objectifs. objectifs de vie, que ce soit à court, moyen terme, etc. Et c'est là où effectivement l'action est souvent assez rentable. Il faut le voir comme une thérapie, hein. Donc ça se fait pas d'un coup, mais l'objectif effectivement, c'est que les moments difficiles du début, quand on se met en action, permettent parfois de s'éviter des moments insupportables sur le plus long terme. Donc, je sais pas si ça répond à votre question. C'est peut-être plus nuancé que suffit de se mettre un coup de pied au cul, Oui, c'est ça. mais il faut se mettre un coup de pied au cul organisé et réfléchi, quoi. Oui, voilà, typiquement, si le tag implique d'avoir du mal à sortir de chez soi, parce que peut-être il va se passer ci ou ça, en plus dans le domaine de l'agoraphobie, Ouais, parce c'est que on pareil. s'en fout, c'est pareil, pour donner un exemple. Mais que, ben, en fait, dans la vie, on a besoin de sortir de chez soi, je ne sais pas pourquoi, parce que pour trouver du travail ou pour voir des amis, et que on pense que c'est important, bah, par exemple, voir ses amis. On pense que c'est important de voir ses amis dehors, en terrasse, parce que ça leur fait plaisir et que c'est une valeur importante pour soi. Et ben c'est plutôt dans cette réflexion-là que du coup il faut essayer de sortir dans l'objectif de faire un truc plaisant, donc de voir ses amis. C'est pas forcément juste se forcer à sortir pour se forcer à sortir et diminuer le tag. Faut qu'il y ait du sens derrière, sinon il y a en effet moins de chances que ça marche. Euh, ok. Et donc ça marche pour les troubles anxieux quels qu'ils soient, hein, même Oui, sur les oui, TOC, les machins, les trucs. Est-ce que de continuer à faire mes compulsions, c'est dans mon intérêt? Est-ce que je risque pas de perdre mon couple, mon oui. boulot, etc. Ouais, c'est pas facile à faire, mais l'idée, c'est ça. Moi, je doute constamment d'assurer mon boulot. En fait, je fais plein de conneries au boulot, hein. Mais c'est C'est pas en pas, rapport avec le trouble, hein. ça n'a rien à voir avec le trouble. Je pense que mon trouble bipolaire m'aide énormément. Alors, Maintenant qu'il est je pense stabilisé, que les gens se rendent pas compte de ce que ça veut dire stabiliser. Stabiliser, ça veut dire que en pratique, au quotidien, il n'est plus malade. ça D'accord? t'énerve. Oui, ça m'agace parce que souvent les gens ils pensent que stabiliser, genre, c'est oui, mais il est toujours un peu chouineur, ou il est toujours un peu chiant, ou il est toujours un peu Je sais dépressif. pas ce que pense la personne qui pose Voilà. la question. Mais parce que j'ai plein de patients, moi, qui viennent me dire ça, qui sont stabilisés, alors qu'en fait, tous les hivers, ils font quand même leur dépression. Enfin, Oui, alors ouais, il y a peut-être plusieurs trucs. Non, non, là, c'est pas stable. Moi, je suis en rémission, c'est-à-dire que je suis fonctionnel oui, en voilà, tant que éventuellement, on peut dire ça. voilà. Enfin, je suis en rémission symptomatique. J'ai plus de Oui, c'est ça. symptômes, mais fonctionnel. Je fonctionne à mon avis comme n'importe qui. Oui, oui. Donc, je doute, mais ça n'a rien à voir avec le. Et je doute pas. Hein, je sais que je fais beaucoup de conneries. Mm. Enfin, je veux dire, je sais que je suis pas assez compétent, donc j'essaye de faire le nécessaire pour l'être, mais je pense qu'il n'y a pas trop de lien avec le trouble. Hein. Non. Le trouble m'a permis de voir à quel point j'étais pas compétent éventuellement. Oui, c'est ça. Mais Et moi aussi, je doute tous les jours d'être capable d'assurer mon taf, parce que ah c'est ouais. normal, mais je suis pas bipolaire. Je sais pas si c'est normal, mais moi je trouve, enfin moi ça m'aide. Voilà, c'est vrai, c'est un doute qui m'aide. Voilà, Oui, pour voilà. le coup, le jour où je doute plus, bah, je me réveille plus à 6h30 du mat pour lire des études. Hein. Mm. Je regarde, je sais pas moi, Pokémon, enfin je fais d'autres trucs. Mm. Alors le lithium est-il efficace comme antidépresseur une fois les grosses variations stabilisées? Et comment prendre en charge l'anxiété résiduelle par des TCC, DBT, ACT? Alors, le lithium est-il efficace comme antidépresseur? Oui,
En fait, c'est un antidépresseur. C'est pour ça que le problème d'appeler les molécules par leur objectif attendu, c'est que quand on dit les antidépresseurs font ci ou ça, en fait, le lithium, c'est un antidépresseur Oui, techniquement, tout à fait noble et beaucoup plus efficace dans la dépression que la fluoxétine. oui, oui. Donc, on a là un thymorégulateur qui est plus efficace comme antidépresseur dans les dépressions, qu'on soit bipolaire ou pas, qu'un antidépresseur. Donc, vous voyez les limites des classifications. Mais je comprends pas trop le C'est un une peu fois les compliqué. grosses variations Et stabilité. je sais pas trop, moi. Mais Parce que si on est dans le cadre d'un trouble bipolaire, bah, le lithium, quand il y a des grosses variations, c'est bien de le mettre. il est censé faire ça aussi. Donc, je suis pas sûr de comprendre la question. Mm. J'espère que la réponse est Ou vraie. alors, c'est quelqu'un qui fait que de la dépression récurrente. Auquel cas, c'est bien aussi le Ah lithium, oui, hein. c'est peut-être ça. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais, donc le lithium, ça marche plus sur la dépression, la phase haute que sur la dépression. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des patients qui font des phases dépressives que après avoir fait des phases maniaques. Oui. Donc cela, le lithium, ça pourra aider pour la dépression, hein. Mm. Donc là, c'est plus compliqué, mais ça fait partie des trucs à avoir testé. Enfin, moi, je pense qu'à ce stade, c'est Ah aussi bah, simple à que ça. partir du moment où il y a des variations Tu d'humeur, vas je prendre pense du qu'il faut lithium, tester le lithium. faut tester, voilà, Mm. c'est pas compliqué. On gagne pas d'argent, on n'a pas de conflit d'intérêt. Et pour rappel, tester, ce n'est pas garder à vie un traitement. Voilà. Ça, Si c'est on clair. teste et que ça ne marche pas, on Il a faut le droit l'arrêter. d'arrêter. Et comment prendre en charge l'anxiété résiduelle? Bah, alors moi, je pense que dans le trouble bipolaire, il y a plein de patients qui sont beaucoup moins anxieux quand ils ont l'humeur qui est stabilisée, hein, parce que l'anxiété, c'est la fièvre de la psychiatrie, c'est présent partout. Il n'y a pas un Mm. trouble psychiatrique sans anxiété. Donc souvent, quand le diagnostic le plus noble va mieux, bah, ça va mieux. Et après, la TCC, DBT, ACT. Alors, c'est marrant parce qu'on voit bien que c'est un peu devenu, j'ai une dépression, qu'est-ce que je prends? Fluoxétine, paroxétine, sertraline, je fais une thérapie, TTC, DDT, ABT, MBT, MBCT, MM machin, enfin, Ouais. CNP, enfin, bon, voilà. Mm. L'idée, moi, je pense, c'est qu'il faut SNCF. Je pense il faut avoir une thérapie. À mon avis, il faut avoir une thérapie de troisième vague. Cela dit, les gens qui font de la TCC à l'ancienne, ils ont arrêté de le faire ça. Il y a une partie acceptation, etc., qui se développait. Donc, faut faire de la thérapie, mais là, faut pas avoir comme faire de la. Enfin, faut prendre du lithium comme un malade mental. Mm. Et vous avez une maladie mentale, voilà, c'est comme ça. Il y a des maladies hépatiques, il y a des maladies mentales, ok. Et après, faire de la thérapie comme un truc qui peut aider pour tout le monde. Enfin, ça peut aider pour tout le monde, la thérapie. La Oui, oui, oui. DBT, ça peut aider absolument tout le monde, hein, qu'on Ah ait un oui, ça c'est trouble un sûr. peu. Mais TCC et ACT, en effet, pour l'anxiété résiduelle, ça Mais peut oui, être moi je pense utile. qu'il faut. Alors là, c'est pareil, c'est la théorie, hein, théorie versus pratique, mais c'est pas possible d'avoir un trouble grave sans avoir des bases de thérapie. C'est pas faisable, à mon avis. Et il se tient entre les troubles de l'humeur et les crises convulsives non épileptiques, c'est ça? Les CNEP là? Ouais, C'est ça. ouais, crise, oui, c'est les crises d'un épileptique psychogène. Psychogène, ok. Mm. Je connais le truc en vrai. On peut imaginer que les CNEP agissent comme disjoncteurs émotionnels. Écoutez, c'est bien que vous posiez cette question parce que moi, j'ai appris hier qu'il y a une patiente que j'avais vue à l'hôpital en réa parce qu'elle faisait des crises convulsives non épileptogènes là. Elle avait été Non, classante. non épileptique psychogène. Psychogène. Ok, voilà, voilà. Elle avait été classante. Elle aura plus jamais ses enfants. Tu vois de qui veut parler. C'est un cas désespéré, Non, je vois pas du tout. etc. Et en fait, bah, on a appris hier qu'elle allait récupérer un enfant à temps plein. Ah, Et elle est sous lithium. En ah, fait, c'est quelqu'un qui faisait des passages à l'hôpital pour des crises de ce type, etc. C'était bruyant. Et bah, aujourd'hui, ça marche nickel, quoi. Donc oui, ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça peut marcher. Si j'ai bien compris, la maniaco-dépression, c'est un diagnostic différentiel de l'enfer avec plein d'autres pathos. Bah ouais, oui. ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Alors, il y a des diagnostics différentiels qui sont faits avec d'autres diagnostics différentiels, mais pas tant que ça. Si vous voulez, Ouh là, j'ai rien compris. il y a pas de diagnostic différentiel entre le TDAH et un trouble bipolaire. En moyenne, il y a pas, c'est pas deux trucs qui sont la même validité. Donc, Oui, c'est ça. il y a un diagnostic différentiel parfois entre une schizophrénie et une maniaco-dépression, sauf qu'on peut tout à fait avoir les deux. Enfin, c'est pas comme un diagnostic différentiel de Dr House, hein. Non. Il y a des diagnostics différentiels dans le DSM qui sont tout pourris, donc en fait, c'est un peu plus compliqué, mais avec plein d'autres pathos, ouais. Je sais pas si c'est pas
Je saurais pas trouver d'autres exemples, mais enfin voilà, c'est pas tout à fait comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire des tests thérapeutiques avec du lithium en cas de doute? Et en gros, si les patients s'améliorent avec ça augmente la probabilité que ce soit bien une maniaco-dépression. Bah, le problème de faire des tests au lithium, c'est que le lithium, ça met du temps avant de marcher. Oui. Et que Euh, ça marche pas chez tout le monde. Ça marche pas chez tout le monde, que ça marche chez les gens qui sont pas bipolaires, qui sont pas maniaco-dépressifs. Enfin, moins bien, mais ça marche quand même. Bah, oui, mais bon, pour mon patient, moi, je sais pas dire si, Bah, enfin, c'est tu ça. vois. Et du coup, en fait, si ça marche pas, je sais pas quoi en dire, et si ça marche, je sais pas trop quoi en dire. Autre que, en fait, si ça marche et qu'il va bien, je m'en branle, hein, qu'il soit bipolaire, Oui, c'est ça. maniaco-dépressif, Au final, si ça marche, c'est type tant 1, mieux, type quoi. 9, en fait, on s'en fout, hein. Donc, Et si ça marche pas, c'est pareil, on passe à autre chose, quoi. c'est ça, ouais, franchement, c'est ça. Enfin, vraiment, faut pas se foirer, hein. La spécificité des diagnostics et des traitements psychiatriques est extrêmement faible, à savoir un antidépresseur peut marcher sur des troubles anxieux, un thymorégulateur peut marcher sur des troubles anxieux, sur des troubles de la concentration, sur des troubles de l'humeur, sur des machins. Donc, en fait, on on teste et puis on voit ce qui se passe, hein. Mais éventuellement, ça peut faire dire que c'était un peu plus compliqué que ça. Le lithium marche autant que la eskétamine dans la dépression résistante quand on n'est pas bipolaire, hein, donc vraiment, ça coûte beaucoup moins cher. Mm. Mais enfin, on peut y aller, quoi. Alors, bonjour, merci pour vos vidéos. Quelle est l'indication pour traitement par kétamine IV? Existe-t-il des contre-indications formelles? Quelle est la différence avec le Spravato intranasal? L'indication pour traitement par kétamine IV, moi, alors je vous répète pas le Vidal parce qu'honnêtement, vous pouvez lire le Vidal, ça pose pas de souci. À mon avis, c'est les gens qui vont pas bien du tout et on a une porte de sortie. On fait pas de la kéta IV ad vitam, sauf si on n'a pas d'autre solution, mais ne pas avoir d'autre solution, c'est pas faire fluoxétine, puis Brintellix, puis kéta IV. C'est pas ça, hein. Ça, c'est pas très, très sérieux. Donc, si on a mis du lithium, si on a mis un IMAO, si on a mis du Pramide, de la T3, si on a perdu du poids, qu'on a fait la thérapie, et qu'il y a que la Keta IV qui marche, eh ben, on finit sa vie avec de la Keta IV. Mais sinon, je pense que c'est bien Ah, mais il n'y a d'avoir pas que ça, une porte de sinon. sortie. Il y a Non, la mais tu crise vois, aussi, mais oui. mais c'est bien d'avoir une porte de sortie quand tu Oui, fais ta ça, Keta, c'est tu vois. l'indication dépression résistante. Dépression résistante. Et après, il y a la crise suicidaire. Problème, c'est que dans les études, bah, c'est pas du tout clair que ça réduit le risque de suicide. Mais bon, ça, c'est encore un autre trip. Mais là, c'est la kétamine IV, pas la kétamine Ouais, intranasale. bah, la kétamine IV en crise suicidaire, on le fait de temps en temps. Oui, Surtout mais là, s'il c'est n'y a pas la pas de... réponse. Oui, 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 pardon. On le fait. Non, mais je sais, mais il y a quand même une indication dans la crise suicidaire. C'est une indication qui n'est pas justifiée par les données de la science du tout, hein. Ouais. Ah oui, non. Ok. Non, non, non. Donc, pourquoi pas, mais en gros, l'indication, c'est dépression résistante et crise suicidaire majeure, où on ne sait pas comment, Et, genre de truc qui et- marche et vite. souvent quand on n'a pas de sismo, du coup. Et quand on a pas de sismo, mais ça, c'est un autre sujet, mais bon, ça, encore Bah un oui, autre mais du problème. coup, enfin, c'est là Parce que la, qu'on la, l'applique en la général. Esqueta, ça coûte plus cher que la sismo aussi, je crois. La Esqueta? Ouais. Ouais. Donc, bon, en tout cas, voilà, les indications, c'est celles qui sont sur le Vidal, et je nuance un tout petit peu. Des contre-indications formelles, bah, vu que c'est fait dans des CHU principalement, c'est ce qu'il y a écrit dans le Vidal, ça peut donner des pics tensionnels. Les gens qui sont psychotiques, c'est pas une très très bonne idée. Les dépressions psychotiques, ils y vont pas forcément toujours, mais pourquoi pas. Et quelle est la différence avec le Spravato intranasal à part le coup? Bah, le coup. Je suis désolé, mais le coup, c'est un bon exemple de comment est-ce que on peut rouler les gens dans la farine. C'est-à-dire que la kétamine IV marche aussi bien, si ce n'est mieux, que la Oui, kétamine c'est ça. Mais intranasale, c'est que c'est moins efficace aussi. mais n'a pas l'AMM. Donc, pour avoir l'AMM, pour pouvoir s'en servir et être pépère, faut avoir l'AMM. Donc, on dépense des milliards, je pense, hein, des milliards là-dedans, alors qu'on a de la kétamine IV qui pose pas de souci. Il y a le problème de du l'ivasculaire du capital veineux qui est plus emmerdant avec la kétamine IV de fait. Mais en fait, c'est pas juste à part le coup, tu vois, c'est est-ce que ce type il est sympa en dehors du fait qu'il massacre sa femme alcoolisée tous les soirs? Non, non, en fait, c'est un vrai problème. Donc c'est un vrai problème. Et les différences, eh ben, c'est des différences de pharmaco qui sont plus théoriques qu'autre chose, de c'est quoi qui est différent entre je mets de la R-kétamine et de la S-kétamine en même temps en intraveineux versus de la S-kétamine uniquement en intranasal. Et donc, il y a des différences, mais là, on n'est pas couché. Il y a des gens qui pourront pas suivre.
Je suis médecin au XAPA dans les Alpes de Haute-Provence et j'aimerais avoir votre avis sur deux questions. Un, comment conseillerez-vous pour les personnes HPI qui ont le cerveau qui ne s'arrête jamais et qui n'arrivent pas à s'endormir s'ils n'ont pas pris de l'alcool le soir avant de se coucher? Quel traitement Oula. conseillerez-vous pour que les gens qui ont un cerveau qui s'arrête pas et qui sont HPI, qui n'ont pas pris de l'alcool, Alors, moi, ma femme, elle aime pas quand il y a marqué HPI. Alors moi, je suis très content parce que j'ai regardé ce que c'était HPI un petit peu là, et donc pour moi, c'est soit une définition complètement funk et on s'en fout, soit c'est des gens qui ont un QI supérieur à telle valeur, donc en fonction de là où on s'arrête. Donc des surdoués, Donc moi, je dis plutôt pas des je dis HPI. plutôt surdoué parce que c'est plutôt la littérature anglo-saxonne qui dit ça, et du coup c'est gifted child, et donc il y a pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup du surdoué sauf le QI. Mais ouais, typiquement, c'est des gens qui ont des centres d'intérêt qui peuvent être très restreints. Moi, je m'occupe que de la médecine et j'ai pas de potes parce que si on parle pas de médecine, je m'en fous, donc ça aide pas pour faire des potes. Mais j'ai pas le côté malin. Toujours est-il que les gens, normalement, le cerveau ne s'arrête jamais, on est d'accord, mais je vous insulte pas en disant ça. Euh, pour les personnes qui ont des problématiques d'alcool, là, moi, j'aurais commencé par essayer de mettre les médocs qui peuvent aider sur l'alcool. Alors, moi, Donc, je trouve que là, il y a deux cas de figure, mais j'imagine que si vous êtes en addictologie, c'est qu'on est sur des gens qui sont addicts à l'alcool. j'imagine. Et donc, l'addiction à l'alcool entraîne des troubles anxieux, et les troubles anxieux, souvent, ça aide pas à reposer le cerveau. Donc Donc, ça, ouais, puis il y a l'alcool, déjà ça. on est d'accord, l'alcool, c'est sédatif, mais ça fait un sommeil Dégueulasse. tout dégueu, et ça fait un sommeil de début de nuit, et en fin de nuit, on se réveille parce qu'on est en train de se faire son sevrage ad hoc, là. Donc en fait, moi, les gens qui ont des problématiques, qu'elles soient HPI ou pas, les gens, parce qu'en fait, ça change rien, ça change pas grand-chose. Les gens qui ont le cerveau qui ne s'arrête jamais et qui arrivent pas à s'endormir s'ils ont pas consommé l'alcool, bah, moi, j'aurais essayé de voir s'il y a pas des problématiques genre TDAH ou trouble de l'humeur ou je sais pas quoi à Ouais, c'est ça. côté. J'aurais quand même essayé de faire le sevrage OH parce qu'il y a très peu de psychiatres addictologues qui prescrivent du topiramate ou de la gabapentine, et en fait, bah, ça fait dormir et ça peut diminuer les consommations d'alcool. Il y a des études et tout, enfin, Ouais. hop. Standard de soins, hein. Là, c'est pas des trucs d'experts, c'est niveau standard de soins, hein. C'est Bon, après, on est en France, donc il pourra un, pas prescrire du topiramate. il pourra pas si c'est, oui, il pourra pas, sauf si c'est un homme. Mais bon, ça, c'est un petit côté sexiste du pays. Mais Ouais. du coup, moi, j'aurais commencé par ça. Et j'aurais regardé un peu ce que c'est HPI parce que, à mon avis, c'est vite fait de se faire avoir. Alors, HPI, franchement, hein, vu que les psychiatres peuvent créer des diagnostics comme ça dans le DSM-5, genre trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle, ça a été créé, paf, de nulle part. Le fait que des psychiatres parlent de HPI, c'est pas, ou de HPE, c'est pas si déconnant parce que c'est dans le prolongement de ce que fait le DSM. Honnêtement. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas déconnant parce que de toute façon, c'est déjà déconnant. Non, ce que je dis, c'est que on peut pas jeter la pierre sur les psychiatres qui D'accord. commencent à dire utiliser ce genre de termes parce qu'ils se font avoir comme on s'est fait avoir aussi à un moment. Moi, L'autre complexité qu'on a, c'est qu'il y a des patients qui arrivent avec leur diagnostic de HPI et que c'est difficile de leur oui, dire c'est de la mais merde. c'est pareil que quand ils arrivent avec un diagnostic de plein d'autres trucs dont la validité scientifique est pas très claire. Donc moi j'aurais fait gaffe avec ce terme-là et j'aurais cherché d'autres troubles et j'aurais essayé des molécules qui sont pas utilisées habituellement sans trop qu'on sache pourquoi. Peut-être voir aussi comment le diagnostic a été posé et ce que le patient en a attendu. Parce que moi, voilà, HPI, si la définition c'est supérieur à tel cut-off, c'est 2,08% de la population, si on est à 130, je crois. 140, ça s'effondre. Et donc, en fait, il y a beaucoup plus de HPI qui se trimballent que les stats ne le montrent. Donc, Et d'être surdoué, ça ne provoque pas d'avoir ouais, un c'est ça, cerveau c'est ça. qui va trop vite le soir Donc, en ou fait, qui ne s'arrête jamais, hein. C'est pas ça du tout. c'est ça. Donc, moi, j'aurais fait gaffe avec ça. Je pense que c'est plus un piège qu'autre chose. Ouais. Quel serait pour vous le neuroleptique le plus anxiolytique? Beaucoup de mes patients utilisent l'alcool pour gérer des angoisses invalidantes. Je ne donne jamais de benzo. Je les mets sous antidépresseurs, murcérine ou ISRS, et parfois du un neuroleptique, mais justement, lequel pour vous est le plus anxiolytique? On est d'accord que le premier traitement serait l'arrêt de l'alcool, mais pas si facile à obtenir. Oui, je vous prends pas pour un crétin. Il faut arrêter l'alcool, il faut qu'il fasse de la thérapie, faites de l'entretien motivationnel. Bon. Et voilà. Alors moi, là, vraiment, j'insiste, j'aurais d'abord essayé l'analtrexone, et puis Ouais. après, j'aurais essayé le disulfiram, et après, j'aurais essayé
le Laotal, la Ouais. cambrosate, pas forcément dans ce ordre-là, mais et après j'aurais essayé le topiramate, et après j'aurais essayé la gabapentine, et après éventuellement la prégabaline, et après Oui, des éventuellement le pacotes. Oui. dépacote, etc. Enfin, il y a plein de trucs à tester que souvent les patients ne font pas. Moi, je diaboliserais pas les benzos. Vraiment, je ne donne jamais de benzo. Enfin, les personnes qui se prononcent sur les benzos, c'est pour la pop générale, et ceux que j'ai vu le plus taper sur les benzos, c'est des gens qui étaient payés par des labos pour vendre de nouveaux médocs. Donc, il faut faire un peu gaffe avec la diabolisation des benzos. Enfin, c'est plus compliqué. Honnêtement, c'est Mm. plus compliqué. Moi, si jamais tu arrives à me supprimer ma bière pour une benzo et que je suis stable comme ça, franchement, écoute, moi, C'est j'ai très quelques bien. passants, ils sont stables avec un petit peu de diazépam, hein. Oui, c'est Je veux ça. dire, et quand on essaye de baisser, ils rechutent, et ils sont stables pendant des années avec leur diazépam. Mais honnêtement, tu vois, c'est pas parfait, mais si c'est juste pas mal, c'est déjà Oui, si bien, ça quoi. permet d'éviter l'alcool, Donc c'est la réduction de risque, moi, quoi. j'aurais nuancé le je ne donne jamais de benzo. Je les mets sous antidépresseurs. Alors ça, c'est marrant parce que les antidépresseurs, ça inhibe la capture de la sérotonine, on est d'accord? Et du coup, il y a plus de sérotonine intrasynaptique, et du coup, ça va aller stimuler tous les récepteurs à la sérotonine qu'on peut connaître, et notamment le 5-HT3. Et donc, il y a, quand les antidépresseurs sont sortis, des patients qui sont devenus alcoolos. Oui. Et j'utilise ce terme-là parce qu'ils étaient pas très bien reçus en disant, bah, je comprends pas, machin. Et en fait, il y a un nouveau médoc, enfin pas un nouveau, mais il y a un médoc qui est en train d'être mis en avant par un labo pour la diminution de la problématique addictive avec l'alcool, qui est un 5-HT3 bloquant, Mm. donc un sérotonine bloquant. Oui. Donc, soit on nous a pas tout dit, Mm. soit c'est plus compliqué. Le niveau de preuve des antidépresseurs pour gérer les angoisses quand il y a des problématiques addictives sont pas top top. Mm. Après, s'il y a des problématiques anxieuses qui préexistent aux problématiques addictives, c'est pas Donc, forcément déconnant. mais bon, enfin voilà. Et donc Mm. après là, c'est qu'est-ce qui peut marcher sur l'angoisse plus particulièrement. Et ben là, vous avez de la clonidine, enfin vous avez plein de trucs, quoi. Il demande quel neuroleptique. Donc voilà, oui, tu as raison. Et du coup, en termes de neuroleptiques, c'est pas compliqué. Plus ils sont dégradants sur le plan métabolique, plus ils sont anxiolytiques. Donc la Olanzapine, clozapine, kétiapine. la clozapine, c'est très anxiolytique. L'épine. Voilà, l'épine, puis olanzapine, puis kétiapine. Et puis au fur et à mesure comme ça. Donc alors après ça dépend. Anxiolytique, ça dépend des gens. Il y a des patients qui vont être plus anxiolisés s'ils sont sous une molécule qui est antihistaminique. D'autres, faut que ce soit un peu noradrénergique. D'autres machin. Enfin, c'est compliqué de vous répondre. Le truc le plus costaud souvent, c'est le côté un peu sédatif là. Mm. Et la kétiapine pour les problématiques anxieuses, c'est très bien. Problème, c'est que pour les problématiques métaboliques, c'est un désastre. Et donc, faut faire gaffe, quoi. Faut faire un peu gaffe. Bonjour, merci pour ces vidéos. Pour la schizophrénie, les troubles bipolaires ou maniaco-dépression. Ouais, alors on va dire troubles bipolaires parce que sinon on perd du temps. Sur le plan neurobio, que pensez-vous des recommandations guidelines quant aux 2 ans de traitement médicamenteux après un premier épisode avec rémission complète et 5 ans si récidive On ou a fait déjà facteur de répondu. risque de rechute? Bah, on l'a fait, mais en fait, le gamin a fait un boucan pas possible. Ah oui, Ouais, c'est c'est ça. tombé. Pardon. En cas de maladie avérée, que pensez-vous du discours qui va dans le sens de la déprescription? La phrase est longue. En gros, la question, c'est pour schizophrénie et troubles bipolaires, il y a des recos qui disent 2 ans de traitement après un premier épisode avec rémission complète et 5 ans si récidive ou facteur de risque de rechute. Et ben, c'est un exemple de guideline qui n'a aucun sens pratique. Mm. Parce que C'est très rare en pratique. premier épisode, puis après rémission complète, les gens prennent pas leur traitement pendant 2 ans. Oui, de toute Ça, façon. c'est fini. Mm. Rémission complète après un trouble bipolaire, c'est pas très fréquent, Mm. honnêtement. Et c'est des patients qui ont déjà un bon pronostic. Ah oui. Mais ça, c'est vraiment pas du tout la majorité des gens. Ça arrive, hein, et ils arrêtent leur traitement. Et ils s'arrêtent leur traitement. Mais moi, j'arrête mon traitement. Sur rémission Bah oui, complète, j'ai oui. un épisode sur rémission complète, je me calme. Ça ne prend absolument pas en compte la question de est-ce qu'il y avait des signes prodromiques Oui. de bah, le trouble est quand même en train de s'installer. Est-ce que on est sur un truc brutal ou est-ce que on est sur 3 demi-dépressions puis un épisode maniaque et du coup là c'est pas tout à fait pareil. Et donc en fait les gens vont choisir. Vous dites aux gens, bah, moi je fais ça. Écoutez, moi j'ai telle donnée. Pour vous, je pense que ces données s'appliquent de telle façon. Le risque, je l'évalue à tel pourcentage. Est-ce que si ça merde, votre femme vous quitte ou pas? Parce que ça va aussi modifier les trucs, hein. La femme, elle s'en branle des recos, hein. Si jamais
si jamais le mec arrête, qu'il rechute et du coup, elle gère les 2 gamins tout seul, Mm. tu peux montrer les recos à madame, hein. Pas Mm. de souci, hein. Et donc, en fait, c'est un bon exemple de situation qui dépend du terrain, des antécédents familiaux, de la réponse, de la phase prodromique, machin truc, La de tolérance de l'environnement, de la traitement. tolérance, de l'efficacité, etc. Parce que Mm. quelqu'un qui marche, qui va nickel avec du Doliprane, bah Mm. moi je l'arrête pas. Franchement, Bah, je c'est l'arrête pas. ça. Je veux dire. Et du coup, en fait, c'est comment simplifier une situation compliquée et du coup tu fais une guideline, mais du coup c'est de la merde. Et du Mm. coup c'est pas applicable. C'est juste pas applicable. En fait, il faut bien faire une guideline parce que sinon les gens font n'importe quoi. Sauf que ça c'est pas vrai. Les guidelines elles sont pas suivies. Et il faut bien écrire un truc. On va pas faire une guideline qui fait 20 pages, mais en fait bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça quoi. Donc Donc je là, sais on a pas. parlé de la maniaco-dépression, mais il y a la Ouais. schizophrénie aussi. Ça arrive un peu plus fréquemment pour le coup, Ils les arrêtent. épisodes. Alors c'est Voilà, pas de ça la dépend de la schizophrénie du schizophrénie, coup, tu vois, c'est pareil. mais Ça dépend. c'est pas la schizophrénie, parce que la schizophrénie c'est vraiment la maladie longue, chronique, voilà. Mais par contre l'épisode psychotique aigu, là on suit un peu plus les recos parce que ça arrive surtout chez les Ouais, mais tu vois, jeunes, c'est pareil, ça dépend de ce mais que ça t'appelles dépend de épisode beaucoup de choses. psychotique, parce que quand t'as des gamins qui se dégradent Ce que je progressivement, veux dire par là, c'est que la guideline est un peu plus cohérente. bah non, ça dépend enfin, pour Bah, quel je trouve que c'est trouble? un cas de figure qui non, pour l'épisode psychotique aigu, pas pour la schizophrénie, parce que ça a pas de sens, mais pour Ouais, mais là, l'épisode quand t'appelles psychotique épisode aigu. psychiatrique aigu, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y avait rien avant. Bah oui, bah ça m'arrive mais sur Ouais, des mais les patients. recos, elles sont pas pour épisode psychotique aigu. Bah, la reco de un épisode psychotique aigu et t'arrêtes le neuroleptique 2 ans après, elle existe. Mais personne ne le fait. Bah aussi, moi j'ai des patients qui le font, des jeunes Bah, qui sont poussés par leurs pourquoi? parents avec des injections. Ah, mais attends, au bout d'un an, t'as plus de 80% des gens qui ont arrêté. Mais d'accord, Donc, c'est une mais reco, enfin, moi, je pense que ces recos, elles sont pas appliquées et pas bah, applicables. moi je trouve que pour les patients qui veulent bien les appliquer, c'est bien de l'avoir quand même en Euh, fait. et il y a une étude qui est sortie il y a pas longtemps où de schizophrénie, on essaye de déprescrire et c'est une Ah catastrophe. oui, non, pour la C'est une cata. schizophrénie. Donc, en fait, là, quand on dit schizophrénie, est-ce qu'on parle de troubles psychotiques? Est-ce qu'on dit épisode bref, toute schizophréniforme? Est-ce qu'il y avait des signes prodromiques? Est-ce qu'il y a une période, est-ce que c'est une prévalence de signes négatifs, de signes positifs? Est-ce qu'il y a des composantes chimiques? Enfin, ouais, on peut pas répondre à ces questions. Et la guideline, Mm. je trouve elle te donne une impression de compétence. Oui, Parce qu'en fait, la vraie guideline, c'est écoutez, c'est compliqué. Voici un bouquin sur le sujet et t'as 500 pages à lire. oui. Moi, je pense que c'est comme ça. Sinon, tu fais honnêtement n'importe quoi, à mon avis. Donc, je pense que ces guidelines, elles induisent en erreur plus qu'elles n'aident, à mon avis. En cas de maladie avérée, que pensez-vous du discours qui va dans le sens de la déprescription? Bah, moi, je pense que c'est de la com. En Et cas de maladie avérée, que pensez-vous du discours qui va dans le sens... Je pense que c'est de la com, moi, cette histoire. Je pense que c'est en train d'être un espèce de mouvement où les gens ne comprennent pas du tout de quoi on parle, Mhm. où les patients de base, ils veulent en prendre le moins possible. Oui, ça c'est. Ça, c'est un fait. Où Ouais. les médecins, normalement, doivent être dans la capacité de prescrire ce qui marche le mieux et Mm. ce qui est le moins invalidant, bien avant qu'il y ait des bouquins de déprescription, etc. Mm. Que la pertinence du traitement de fond versus j'arrête, elle dépend d'une myriade de facteurs et que c'est pas applicable à toutes les sauces, hein. Donc, la déprescription du lithium, bon courage. Que moi je passe mon temps à déprescrire, mais qu'il y a des fois où on sait pas du tout qu'est-ce qui peut être déprescrit ou comment et dans quel sens. Et je pense que c'est la même réponse que l'autre, hein. C'est un objectif, c'est loin d'être sans risque. Mm. C'est très loin d'être sans risque, hein. Enfin, je veux dire, Là, je pense que l'alliance thérapeutique et la psychoéducation du patient, elle est hyper importante dans ce cas-là, parce que c'est ouais, ça je qui crois. va. Oui, je veux dire, c'est vraiment ça le truc en premier qui va jouer sur la déprescription. Je trouve que plus le patient est éduqué sur sa maladie, son traitement, moins il va vouloir. Mais c'est des tests, hein. Enfin, c'est des tests. Ouais. Il y a des fois où faut pas essayer de déprescrire et c'est juste dangereux, puis il y a des fois où faut tester et les gens testent, Mm. enfin, il y a rien de neuf, hein. Honnêtement, il y a rien de neuf. On sort des bouquins de déprescription parce que bah, c'est mal fait. Mais Mm. il y a rien de neuf dans le système, hein. Enfin, je veux dire, vraiment, il y a rien, il y a rien. Donc, quand c'est possible, c'est très bien, et quand c'est pas possible, faut pas insister parce que des fois, ça se passe vraiment pas bien. Enfin, moi, on en a une, on a des prescrits. Il y avait toutes les raisons pour le faire, hein. Franchement, Mm. ça allait bien. Et bah, il y a eu un passage à l'acte suicidaire. Elle est décédée 3 mois après, quoi. Et- Donc, ça n'a peut-être rien à voir, hein. Mm. Mais Mm. enfin, faut pas se foirer, quoi.
Et en vrai, on n'a pas la moindre idée de qui va rechuter ou pas, hein. Sur les cas Oui. difficiles, on sait, mais sur les cas moyens, milieux, on sait pas trop. Ouais. Dans les cas de virage de mixité sous IRS, sous ISRS, mais IRS parce qu'ils sont pas sélectifs du tout, je lâche rien. Chez un patient jeune à polarité dépressive, ça c'est bien ça, sans aucun épisode mixte ou maniaque, ça c'est pas fréquent. Que recommandez-vous comme traitement en immédiat et de fond? Bah, refais la question, parce que là, ceux qui écoutent un podcast. Alors attends, le gars, il a fait un virage euh, une fois que tu lui as mis un IRS. Et qu'est-ce que tu proposes comme traitement en immédiat et traitement de fond? Bah, tu vires les restes, tu mets du lithium. Oui, hein. Voilà. Allez, hop. Ah, c'était pas compliqué. Basiquement. C'est pas compliqué, hein. Bah, pas forcément. On vire l'IRS déjà, et puis on voit ce qui se passe, on met de la lamotrigine éventuellement. Enfin, si c'est quelqu'un qui a fait que des dépressions, sinon. De toute façon, les gens, ils Enfin, choisissent voilà. ça. Les gens, ils choisissent. Tu leur dis, je mets du lithium, ils disent, oula, 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 Vous oula. proposez la triade des premières intentions, là, lamotrigine, lithium, kétiapine, avec Alors, les avantages et les donc inconvénients. ça, c'est qu'en France. Ah oui. Première intention, lithium, kétiapine, lamotrigine, c'est qu'en France. Dans les pays civilisés, j'ai envie de dire, Mhm. c'est lithium, kétiapine, c'est lithium, lamotrigine, l'urazidone. Ah bah oui. Que la lurazidone, ça marche comme la kétiapine, sauf que ça ne fait pas grossir, ou beaucoup Ouais. moins. Ça Donc serait ça, bien, hein. ça donne envie, hein. Ouais. On éviterait pas mal de diabète, hein. Il y a Mhm. il y a pas mal de pontages qu'on n'aurait pas à rembourser, hein. Peut-être faire un mail à la Sécu. Donc voilà, faut le virer, voir ce qui se passe. Il y a des gens, ils sont mixtes que sous IRS et il faut juste qu'ils en prennent pas. Il y a des gens, ils sont mixtes sous IRS et en fait, quand on appelle la famille, oula, 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 tous les étés, il est de plus en plus énervé, on sait pas ce qui se passe. Donc en fait, ça dépend un peu du terrain, quoi. Mais traitement immédiat, faut virer l'IRS. Mhm. Les traitements de fond, soit il y a besoin d'un régulateur d'humeur, on y va, soit il n'y a pas besoin, et ben bon voyage et il faut arrêter de manger des gâteaux de goûter. On fait un peu de thérapie. Faire un peu de thérapie, faire du sport, aller voter, enfin tous les trucs là. Mhm. Alors, bonjour, les problèmes de sommeil sont très récurrents dans les troubles psy. Oui, on peut vite nous bombarder avec des médicaments qui bien souvent n'ont pas de réel effet sur le sommeil. Il s'agit plus de nous casser que de dormir. Je sais pas si je suis fan de ce terme. Moi, je suis pas là pour casser les gens, hein. Mhm. J'espère qu'ils dorment. Si ça les Mhm. casse et qu'ils sont shootés le lendemain, bah c'est pas terrible. Mais s'ils sont cassés toute la nuit et qu'ils se réveillent frais, c'est bien. Est-ce que prendre la mélatonine peut être un bon concept face aux troubles du sommeil alors qu'il y a un trouble psy? Oui, alors les gars, la mélatonine, quand vous prenez 1 milligramme de mélatonine, vous en avez 100 fois plus que ce que vous aviez dans le cerveau naturellement. Donc c'est un médicament, hein. On Mhm. appelle même ça une hormonothérapie. Mhm. Donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est C'est pas relativement grave. efficace, avec peu Mais, d'effets secondaires et mais pas pourquoi pas, hein, d'accoutumance. Ça marche pourquoi plutôt pas. pas trop mal quand même. Donc il faut un rythme réveil-coucher, comme monsieur a dit, ou madame, c'est bien. Plus on prend de la mélatonine, moins le corps en fabrique naturellement. Il paraît peu probable que ce soit différemment, parce qu'il n'y a pas de raison que la glande pinéale sécrète autant de mélatonine s'il y en a déjà 100 fois plus que prévu. Elle doit pas être bête à ce point-là, Mhm. notre glande. Et après, moi, j'insiste, hein, quand j'ai un patient atteint d'un trouble bipolaire, s'il dort pas bien, ça va mal se passer. Donc, il faut qu'il dorme. Donc, si je mets la mélatonine et que ça marche pas, je mets d'une benzo, je mets ce que tu veux, mais il faut qu'il dorme. Hein, le trip on met pas de médoc, il faut attendre de faire une thérapie pour l'insomnie, sachant qu'il n'y a pas accès dans le pays. Mhm. Et on fera les règles, machin. Enfin, des fois, on est pressé. Moi, j'ai des patients, s'ils dorment pas, ils vont faire une phase maniaque dans 2 semaines. Donc, des fois, on est pressé, hein. Donc, des fois, c'est pas les gens qu'on veut casser, c'est la maladie. Mhm. Faut Mais faire gaffe. sinon, en dehors, enfin, pour tous les patients, le premier truc, ça reste quand même les règles d'hygiène du sommeil, hein, même s'il n'y a pas de thérapie du sommeil. Enfin, je veux dire, en tant que praticien, il y a des trucs de base qu'il faut dire aux Alors toi, patients. tu dis hygiène du sommeil, mais en fait, c'est plus large, du genre, tu te Oui. réveilles à la même heure, tu t'endors pas, Ouais. tu Oui, mets c'est ça que j'appelle l'hygiène du Ouais, mais sommeil. c'est pas ça, en fait, c'est de la thérapie Ah comportementale oui. sur le sommeil, tu vois, les mesures comportementales sur le sommeil. Parce que je règle d'hygiène du sommeil, tu vois, c'est pas de café, machin, et Ouais, en oui. fait, ça suffit pas trop, malheureusement. Ça suffit pas trop. Bonjour, vos vidéos sont passionnantes et informatives. Merci. Merci. D'un point de vue personnel, une vidéo sur les troubles de la personnalité de catégorie B, leur diagnostic, leur phénotype et les perturbations biologiques associées serait très intéressante. Ah bah, ça serait intéressant, mais ce serait long. Ah, ce Euh, sera peut-être un cours. Ce sera peut-être un cours parce que c'est long.
Je m'interroge sur les moyens de différencier d'un point de vue pratique la cyclothymie du trouble de la personality limite Mmh. borderline, car au final, les personnes peuvent enchaîner les deux cas des phases hypomanes et des états dépressifs. Oui, ok. Alors, c'est très bien de se poser la question parce que la cyclothymie, c'est un tempérament. C'est un tempérament affectif. Et du coup, c'est des alternances de phases qui ne sont pas classantes hypomanes, mais qui sont quand même plus énergiques que la moyenne, et de phases tristes qui sont pas classantes dépressives, mais qui sont quand même plus tristes que la moyenne. Et dans une grande variabilité, une fréquence importante, cyclothymie, Donc, tempérament. donc là, ça veut dire que la nature nous a donné un truc suffisamment catégoriel et dans sa grande bonté, elle nous a dit ça c'est maniaque, juste en dessous c'est hypomane, juste encore en dessous c'est cyclotimique Mmh. et après c'est excité normal Mmh. et après c'est bien, c'est mort, Mmh. c'est mort. Donc mon conseil c'est de lire le DSM, de maîtriser le DSM, de connaître le DSM et après de jeter le DSM. Mmh. Et une fois que vous jetez le DSM, vous pouvez faire des diagnostics de tempérament affectif, parce que c'est relativement simple, Et c'est pas dans le DSM, hein, et c'est pas dans le DSM. Mmh. Bah, en fait, ils ont mis deux tempéraments affectifs, mais il y en a un, c'est dysthymie, l'autre, c'est cyclothymie, c'est pas trop ce qu'ils Mais ont. ils l'ont mis dans des Je sais pas diagnostics ce maladies, je sais c'est pas ce qu'ils ont particulier, foutu, je sais pas ce qu'ils ont foutu. ouais. Et tu peux jeter les critères trouble borderline, parce que le trouble borderline existe, Mmh. mais les critères DSM sont péraves. Mmh. Ils sont péraves. Donc moi, j'aurais commencé comme ça. Si je devais faire un cours, j'aurais fait ça. J'aurais fait les critères DSM. Pourquoi est-ce qu'ils sont péraves pour la cyclothymie, pour le trouble bipolaire, pour le trouble borderline. Et puis après, comment est-ce qu'on peut diagnostiquer ça? Et vous pouvez pas faire ça avec les critères DSM, c'est impossible. C'est juste impossible. Vous imaginez, faut que les gens se souviennent de phases où ils étaient suffisamment excités pour être cyclothymiques, donc suffisamment important pour que ce soit pas juste émotion humaine normale, mais pas trop non plus pour que ce soit pas hypomane. C'est juste entre les deux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Ça ressemble un peu à un truc qui a été inventé pour pas diagnostiquer des bipolaires, hein, clairement. Des troubles cyclothymiques? Oui. Non, parce que c'était le tempérament cyclothymique, ils trouvaient ça cool, mais ils l'ont foutu là. Oui, mais ils ont pas, dans le tempérament cyclothymique, tu as une notion de fréquence des phases qui n'est pas dans le trouble Ah oui, non, cyclothymique. mais alors, ils ont pris des tempéraments affectifs Mmh. et ils ont foutu dysthymie, cyclothymie, ils ont salopé la définition Oui, et c'est ils ont mis ça. ça au pif. Pour éviter le trouble bipolaire, c'est trouble disruptif et Disruptif, oui, discrimination. oui. Il a vraiment été créé, paf. Ok. Donc voilà, je sais pas si c'est clair pour vous, Et mais puis, toujours, je sais plus ce que tu as dit exactement. Mais, dans l'intérêt, c'est de traiter, les variations d'humeur et qui sont présentes aussi dans le trouble borderline, et donc au final, on s'en fout un peu du diagnostic différentiel entre les ah, 2 pour le traitement médicamenteux, j'entends. alors ouais, sauf que si t'as pas de variation thymique qui Ah oui, soit, après. tu vois, l'idéal Je pense c'est de que faire là, photo de borderline. dans ce cas-là, à mon avis, il y a des variations thymiques dans ce trouble borderline, puisqu'il y a une difficulté à différencier avec de la cyclothymie. Bon, bah, au pire, on s'en fout du diagnostic, là. Faut Et peut-être puis, traiter les variations bah, thymiques c'est s'il y a ça. besoin. Après, s'il y a pas de phase thymique, moi, comme ça, à chaud, un gros indice, c'est s'il y a des variations thymiques qui sont directement dues de façon systématique à des réactions de difficultés interpersonnelles et que la réponse, elle est stéréotypée et que le conjoint dit, bah oui, c'est une espèce de réaction réflexe, tac, qui à chaque fois, il faudra de la thérapie. Mm. Et du coup, dans les bipolines, il faut de la thérapie. Là, Mm. c'est Ah oui, pas, ça, par contre, ça, c'est c'est indispensable. Moi, obligatoire. j'aurais commencé par essayer de bosser un peu de thérapie, et de faire le truc. La meilleure façon de pouvoir diagnostiquer le trouble borderline, c'est de maîtriser la thérapie pour le trouble borderline. Franchement. Mm. Après, ça devient beaucoup plus clair, je trouve. Oui, c'est vrai. Je trouve. Théoriquement, que se passe-t-il lorsqu'un sujet sain prend des IRS, disons un mois à dose antidépressive classique? Eh ben, c'est une bonne question. Dans la majorité des cas, rien. Mhm. En moyenne, il a du mal à bander Ah, ça, oui. parce que c'est plus efficace. Ah, c'est pas compliqué. C'est 3 fois plus efficace pour te flinguer la libido que pour t'aider sur l'humeur. Oui, oui, parce que il a du mal à bander et elle a du mal à avoir un Ah, bah, orgasme. Donc Mm. vraiment, c'est, voilà. En fait, en moyenne, il se passe ça. Mm. Après, il y a la question sur le plan psychiatrique, qu'est-ce que c'est un sujet sain? Il y a des gens qui ont une certaine forme de neurocytisme. Alors, comment tu dis ça en anglais? Je sais pas.
En fait, qui voit le verre Français, tu veux dire? français, ouais, Ah, névrotisme. de névrosisme, quoi. Et tu as le verre à moitié vide et sur ces gens-là, ça peut modifier un peu la personnalité dans le sens où le verre est plus à moitié vide et il est peut-être plus souvent à moitié plein qu'à moitié vide. Du coup, ça peut avoir cet effet-là. Donc, en fait, là, c'est qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain, et franchement, c'est compliqué. Mais sinon, en moyenne, il se passe pas grand-chose. Bon, après, voilà, ça va plus être les effets Les indésirables, en effets fait, secondaires, ouais, c'est ça. de Voilà. Donc, l'antidépresseur. tu peux être abrasé, tu vois. Voilà. J'ai la vilaine tentation de tester certains médicaments psychotropes pour en sentir les effets. Alors, je vais pas vous cracher dessus, mais il y en a, je pense, c'est bien. Tu prescris de l'Aldol une fois quand t'es médecin, tu prends un comprimé, Mmh. tu vois ce que ça donne. Tu Oui, tapes une moi, dystonie je aiguë, suis tu pas fais chaude gaffe. pour faire ça. Je vois Je- suffisamment les patients souffrir. ouais, Ça bon, me plus par suffit. curiosité que dans un but très créatif, on a chacun nos... Ah oui, parce que l'aldol en récréatif, c'est pas ouf. J'avais un pote qui avait fait ça, moi. Ah Il m'a dit, oui. on prend de l'Aldol. Je dis, ah, bah, putain. Il m'a dit, ouais, c'est pas terrible. Bah ouais, t'aurais pu me demander. C'est très certainement une prise de risque inutile. Désolé d'avoir envie de faire des bêtises. Bah, vous faites ce que vous voulez, Ah bah franchement. oui, bah oui. Moi, j'y vois un intérêt phénoménologique. Alors, c'est bien, mais il n'y a pas du tout de question. Ah oui, Je mais suis sous méthylphénate, externe en médecine. Ça, c'est bien un truc d'externe en médecine. J'ai eu l'occasion de prendre un certain nombre de drogues illégales. Et du coup, il dit, lis la d'accord. question. J'ai eu l'occasion de prendre un certain nombre de drogues illégales pour lesquelles quantité d'informations sont disponibles sur les bonnes pratiques. Il a mis bonnes pratiques entre parenthèses, entre guillemets. Difficile cependant de trouver des infos sur la prise de médicaments psychotropes hors cadre pathologique. Je reste par exemple frileux d'essayer les neuroleptiques et antiépileptiques. C'est quoi cette question? Qu'est-ce qui resterait théoriquement, qu'est-ce qui risquerait de me déglinguer le cerveau de manière pérenne? Bah, en fait, là, c'est plus le comportement, à mon avis, qui risque de déglinguer le cerveau. Qu'est-ce qui, a priori, semble peu dangereux? Alors là, moi, c'est une vidéo. Moi, voilà, franchement, je suis là, je suis tatoué, je suis funk, mais bon, je reste médecin sur un truc public. Je vais pas vous dire ce qui est dangereux ou pas, hein. Moi, je le ferai pas. C'est ça. Je précise ne pas avoir d'addiction, je suis vigilant. Théoriquement, si vous avez pas de chance, tout peut vous déglinguer le Sauf cerveau. peut-être cette novelty seeking là qui va vous faire défaut. Quoi que vous disiez, bon, et ben Xoxo, bon, écoute, il a l'air de vouloir tester des trucs. Voilà, bon courage. Oui, on va pas, non. Désolée, mais Un joint peut-il suffire à décompenser une psychose ou un trouble maniaco-dépressif? Ah ouais. ah, complètement. Ah ouais. C'est arrivé plus d'une fois. Alors, c'est-à-dire que nous, on n'est pas vieux comme psychiatre et ça nous est arrivé d'avoir Oh un là là. patient qui décompensait sur un joint plus d'une fois. Donc une prise de MDMA, Oui. ou une prise de machin. Alors déjà, on dit pas joint, on dit un truc dans lequel je pense qu'il y a du cannabis. Oui, parce que Mais les gars, je suis je suis pas désolé, mais sûre de ce que non, ouais. c'est pas clair. Dans les Cheerios, on sait pas ce qu'il y a. Tu crois vraiment dans le cannabis que tu achètes Oui. machin, tu sais pas ce qu'il y a. Donc oui, ça peut suffire. Moi, je suis psychiatre et donc je suis profondément contre le cannabis. Oui, il y a des Mais psychiatres qui sont pro cannabis, je travaillais au centre anti-poison et j'étais aussi contre les champignons. Il y a des gens qui vont, quand il y a ils font la cueillette aux champignons, il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent parce qu'ils ils gobent des champignons, ils savent pas quoi faire de l'après-midi, ils vont bouffer des champignons, il y en a qui crèvent. Il y en a plein qui crèvent pas. Mais moi, vu que je les avais au téléphone, écoutez, docteur, on a pris des trucs là, il y a tout le monde qui vomit du sang, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, j'ai tendance à dire, il faut éviter les champis. Je sais qu'on peut pas supprimer tous les champignons, mais ce serait plutôt mon positionnement, tu vois. Sans regard pour les gens qui vivent des champis et ceux qui font des repas à Noël et qui se font très bien avec les champis, tu vois. Donc là, pour le cannabis, moi, c'est très simple. Si vous me rencontrez, si vous voyez un jour ma sale tronche et que vous fumez du cannabis, c'est pas grave. Mais c'est comme si vous étiez face au pneumologue et que vous preniez de temps en temps un peu d'amiante en inhalation. C'est pas très, très compatible avec une bonne vie. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais oui, ça peut décompenser, ça peut déclencher, ça peut faire que le traitement résiste. Moi, j'ai des gens la femme s'est barrée, tu vois. Enfin, je veux dire, où ils ont perdu leur boulot et après, bon courage, bon courage. Donc non, c'est pas une très bonne idée à chaque fois. Donc je dis pas que c'est facile de pas en consommer, d'accord. Mais il y a un juste milieu entre il n'y a pas de souci avec le cannabis et dès que j'ai un patient parce que j'ai des psychiatres qui font ça, vous fumez du cannabis,
Je veux pas vous voir. Vous rentrez pas dans le bureau. Donc, il y a un juste milieu. Je suis pas loin de faire ça, Moi, personnellement. je veux bien qu'on en Je parle. suis très, très anti-cannabis. Moi, c'est Parce vrai qu'il est que présogène. Pour moi, le psychiatre. alors c'est C'est décourageant. c'est décourageant pour le C'est ça. psychiatre. Et quand j'ai un patient qui comprend que le cannabis est un problème, c'est pas un souci. Mais à partir du moment où on est dans mon bureau, c'est qu'a priori ça va pas très bien sur le plan psychiatrique. Alors de débarquer en me disant non, je veux continuer mon cannabis parce que ça me fait du bien, moi, j'avoue, j'ai tendance à foutre dehors. Donc, vous sentez l'énervement dans ces cas. Parce que c'est vrai que ça peut être décourageant, en tout cas. Donc, moi, ça me décourage moins facilement, mais ça peut foutre un bordel sans nom. Cela dit, le tabac, sur le plan psychiatrique, c'est un désastre. Faut qu'on fasse une vidéo. Et, on n'en parle pas plus que ça. Mais bref. Alors, que pensez-vous du fait qu'une bonne partie des psychologues cliniciens et psychothérapeutes, voire psychiatres, ne soient pas au clair sur leur épistémologie, que ce soit en psycho ou TCC notamment? Bon, c'est déjà exprimé, les gens sont pas très au clair et ils sont pas forcés d'être au clair, ils sont pas renforcés ni encouragés quand ils le sont, donc il y a pas de raison qu'ils le soient, hein. Franchement, franchement les gars, supprimez les contrôles fiscaux et vous me direz dans quel état sont les comptes dans 2 ans. Enfin, c'est dire, il y a pas de secret, quoi. Si vous fliquez pas les gens, bah, ils se mettent pas à jour, hein. Par exemple, avoir une approche dite intégrative qui mélange une approche empiriquement fondée sur les données probantes avec une autre pas e-based sous couvert d'ouverture. Ah, pas évidence. Evidence-based, pardon. Donc là, en gros, le gars, il dit, je dis que c'est un gars, je sais pas pourquoi. La personne dit que tu peux avoir de cacher de l'incompétence derrière une ouverture d'esprit. Oui, c'est possible. L'éclectisme théorique peut avoir l'intérêt, mais sans cohérence, on peut faire des choses cliniquement pas pertinentes, oui. J'imagine bien que vous êtes plus pragmatique. Si ça marche, il faut l'appliquer. Pourtant, les psychologues FR s'inscrivent peu dans une approche réticulée avec une bonne connaissance théorique fondamentale qui permet de personnaliser l'intervention auprès de la personne qui consulte. Et les phrases sont très chiadées. Il y a une vraie sémiologie, mais j'ai du mal à métaboliser tout ça. Par exemple, bien approfondir les principes de l'exposition au lieu de mélanger les techniques avec des ingrédients peu clarifiés. Il n'y a pas de question dans ce truc-là. Mais il y avait une question au début, mais Que pensez-vous du fait? Bon, ben, les gens sont pas à jour, il n'y a pas de formation médicale continue obligatoire, ni psychologique continue obligatoire. et la formation de base Et la formation de est base améliorable. est améliorable, voilà. Bonjour, je suis médecin et suspecte chez un patient de 31 ans des symptômes de sevrage, discontinuation des IRS après une prise à long terme, malgré une diminution très lente de son antidépresseur. Alors là, on est en France, donc les antidépresseurs qu'on peut diminuer très lentement ne sont pas nombreux. Il faut une forme en solution buable. En moyenne, il y a des ruptures de tous les côtés. Et donc, c'est de l'escitalopram, ça existe? C'est de l'escitalopram. Solution buvable, mais il y en a rarement en magasin. Ouais, j'aurais dû finir la question avant de commencer à répondre maintenant. Bon, donc, il a du mal à faire le sevrage malgré une diminution très lente. Il est sous escitalopram depuis plus de 10 ans pour un trouble anxieux. Non, mais 10 ans en même temps. Pas plus d'informations sur le diagnostic, bien stabilisé depuis des années. Donc, à 20 ans, il avait déjà de l'escitalopram dans la tête, ok? L'escitalopram avait été majoré par un psychiatre il y a 3 ans de 10 à 15 mg. Actuellement, il souhaite arrêter son antidépresseur, du coup, qui est là en tant qu'anxiolytique, donc son IRS. Comme il avait mal toléré les tentatives d'arrêt par le passé, j'ai décidé de tenter une diminution milligramme par milligramme. Il a donc eu 14 mg pendant 2 semaines, puis 13 mg pendant 1 semaine. Moi, j'aurais fait 14 mg pendant 1 mois et on voit après. Franchement, j'aurais fait parce que ça fait 10 ans qu'il l'a. Ça fait 10 ans, j'aurais fait ça. Franchement, j'aurais fait ça et puis on voit après. C'est une baisse sur 1 an, quoi, voire plus. Surtout que c'est quelqu'un d'anxieux. Donc, les gens anxieux, par définition, il y a un petit symptôme, machin, paf, il faut qu'ils vivent dessus. Ça fait partie de la maladie, hein, c'est pas que c'est ça. Oui. Et puis, ils ont tendance à être très à l'écoute de leurs symptômes. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Donc, oui, et en plus, une fois qu'elles l'ont, ils sautent dessus. Donc, t'es obligé d'être lent. Depuis quelques jours, il présente une nervosité, il le décrit comme ça, il n'est pas franchement anxieux, des difficultés à s'endormir, dont une nuit d'insomnie totale, inhabituelle chez lui, des sortes de sursauts musculaires. Oui, ce sont des signes d'arrêt. Bah, ça ressemble, hein. Franchement, ça ressemble. Moi, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, ce genre de situation. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Alors,
Moi, ça m'est déjà arrivé. Bah, je pense À ce que moi, point-là. je ferais, si, ouais, pas sur, non, pas sur un Sur 1 IRS. milligramme. Moi, j'ai eu sur du Valium et sur 1 milligramme aussi sur la journée, sur une goutte même, sur un tiers de milligramme. Ah oui, non, mais attends, Après, il est, il était oui, bah, méga voilà, c'est psycho pas, machin. mais, Et sur les sursauts musculaires, c'est quand même ah moins bah, je suis facile d'accord. à. Moi, honnêtement, j'aurais fait 15, j'aurais fait 14. Et puis j'aurais fait 14 Ouais. jusqu'à ce que À ce soit partir du bien. moment où c'est mal toléré, il faut pas hésiter à remonter d'un palier, Bah en ouais, fait. faites 14 et puis il faut rester à 14 parce que 14, 2 semaines, puis 13, au bout de 2 semaines, moi, ça me paraissait un peu ambitieux. Mm, Moi, j'aurais fait 14 un mois, puis on voit ce qui se passe, et puis hop, hein, mm. j'aurais juste fait ça, quoi. Donc, théoriquement, est-ce que ça peut être possible? Oui, c'est possible. Probablement qu'il y a une part psychologique là-dedans qui n'est pas à négliger, mais c'est pas parce que les gens ont un effet placebo qu'ils sont chiants, qu'ils sont machin, ou qu'on peut faire quelque chose. Je prends du Doliprane, j'ai plus mal dans les 15 secondes, moi. Oui. Pourtant, je sais hein, que c'est pas possible. Donc moi, j'aurais juste fait ça plus lentement. Et après, vous pouvez toujours faire, vous pouvez diluer hein, le médoc. Si c'est le séroplex en gouttes, là, vous pouvez faire 14,5. Hein, c'est possible. Il faut juste mettre un petit peu de flotte au milieu et faire le calcul. Mais ouais, c'est possible. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir ça, mais c'est possible. Je suis patient, j'ai pas d'éducation et j'ai des connaissances de base en bio. Ah bah ça c'est bien, putain. Comme ça, on peut calibrer Mm. la réponse. J'ai trois questions. Peut-être naïves, peut-être pas intéressantes. Bah putain, Oh, bah, faut, ça, faut pas commencer comme ça, là, commençons mal. J'entends qu'il y a une relation entre dépression et inflammation. Je ne comprends pas dans quelle mesure. La dépression est une forme d'inflammation. Autrement dit, est-ce que dépression est une comorbidité de langage? Commodité de langue. Est une commodité de langage pour dire une certaine forme d'inflammation qui se manifeste par ce complexe de symptômes comportement? Ou B, il y a une relation de causalité entre les deux et dans quel sens? Alors, C'est compliqué. c'est compliqué, hein. Heureusement que le gars est pas médecin, hein, parce que Ouais. ça, on n'a rien pigé. Bon, on voit les connaissances en biologie. Voilà les connaissances en bio. Alors, je vous fais une réponse innovante. Je sais pas si c'est le bon terme. L'inflammation peut entraîner des symptômes dépressifs. Mm. Il n'y a aucun doute. Quand on a la grippe, Quand on a la grippe, on est un peu déprimé. et parce que là, en fait, l'inflammation était une façon, et la façon que le corps a d'enregistrer qu'il y a une inflexion. Le corps est con, donc le corps sait pas dire si c'est qu'il y a une infection ou si c'est que j'ai une sclérose en plaques ou je sais pas quoi. Et du coup, l'inflammation, c'est dépressogène de ouf pour l'être humain. Et en donnant des perfusions de cytokines inflammatoires comme l'interféron alpha, et ben, vous obtenez des symptômes dépressifs de dingo. Dans l'autre sens, alors du coup, tout ce qui peut donner de l'inflammation est dépressogène. Donc, la maladie, l'intolérance au gluten, l'intolérance à n'importe quel aliment avec une inflammation de bas grade, les infections, L'obésité. l'obésité, le manque de sommeil, blablabla, la liste est sans fin. Mm. Et quand vous dites dépression, est-ce que vous parlez du dépression au sens DSM-5 du terme et du coup vous parlez d'un truc qui n'existe pas, donc il faut changer de mode d'expression, ou est-ce que vous parlez de réaction comportementale, émotionnelle et biologique au stress quel qu'il soit, et du coup dans ce cas-là le lien il est évident, parce qu'en fait Mm. la dépression du DSM-5 c'est ça, c'est une réponse au stress qui a des manifestations physiques, cognitives et comportementales qui peuvent se manifester dès qu'il y a une insulte, soit pour la reproductivité de l'espèce à court terme, soit pour la survie de l'organisme à court terme. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc, je peux me faire un épisode dépressif si je me fais humilier publiquement devant tout le monde Mm. ou si je me tape un gros cancer. Enfin, ouais, et c'est la même réponse à un stress à partir du moment où on définit le stress comme étant une injure dans l'environnement au potentiel reproductif ou à la survie. Hop. Et du coup, ça va dans l'autre sens aussi. Si jamais je suis dépressif, eh ben, je peux mettre en place, Et donc là, au sens de la maladie au sens de la mentale. maladie mentale, eh ben, je vais avoir des comportements qui vont entraîner de l'inflammation. Et en fait, il y a une relation bidirectionnelle dans les deux sens, là. Ok? Je sais Mm. pas si c'est ça qui répond à votre question, parce que la première, j'avoue que j'ai pas très, très bien compris. Moi non plus. Ouais. Le petit A là, non, J'ai pas je suis pas pas très bien. sûre non plus d'avoir. J'espère que ça répond à la question.
Mais du coup, bah si, j'ai l'impression que oui, la dépression est un peu une commodité de langage, en effet, pour dire une certaine forme d'inflammation. Enfin, ça peut l'être, c'est plus la réaction au stress inflammatoire du corps. Ouais, mais là, je pense que du coup, la première, elle est pas bonne parce que l'inflammation, c'est vraiment large, là. Pour le coup, Ah bah c'est très c'est large, oui. vraiment un peu trop large. Enfin, je veux dire, et quand vous réparez des cellules, ou des plaies, c'est aussi de l'inflammation qui se passe, hein. Donc, il y a une espèce de mouvance, là. Il faut réduire l'inflammation à tout prix. Genre, je fais de la psychonutrition, je me prends un espèce de petit bundle de 40 trucs anti-inflammatoires. Oui. Je sais pas, hein. Ouais. Une fois la question a dégrossi, comment est-ce que cela s'intègre dans le trouble bipolaire, où il y a une alternance de phase dépressive et maniaque? Que se passe-t-il lors du basculement de phase? Voilà, honnêtement, votre réponse, j'ai un bouquin entier sur le sujet. Parce que là, c'est la neurobio du trouble bipolaire. Et on n'est qu'au stade des théories, en Et plus. on est au stade des... Bah, on sait qu'il y a plein de trucs qui déconnent, on n'arrive pas à trouver de théorie qui unifie un petit Oui, peu c'est tout ça. ça, sauf peut-être l'approche mitochondriale de dire, bah, les phases dépressives, il y a un hypofonctionnement cellulaire, du coup, une des mitochondries qui fonctionne au ralenti, et les phases maniaques, il y a un hyperfonctionnement cellulaire, et du coup, c'est les mitochondries qui fonctionnent pleine balle. Il peut y avoir de l'inflammation dans les deux. Je pense qu'on va pas pouvoir faire plus détaillé que ça parce que là c'est une thèse, hein. Ah oui, là, c'est très compliqué. C'est une thèse. Heureusement que les patients sont pas tous comme vous parce que putain, t'imagines au cabinet, regarde, t'as pas l'air d'un con, hein. Ouais, mais après, lui, on peut lui conseiller des bouquins éventuellement, parce que Bah moi j'ai plein de bouquins, mais c'est neurobiologie of bipolar disorder. il a les bases, hein, Donc ça voilà, va, hein. vous tapez neurologie of bipolar disorder sur Google avec book à la fin et vous en avez deux trois qui sont bien. Mais bon, Ouais. bon courage. Bon. Mm. Est-ce qu'il y a une raison fondamentale de distinguer le burn-out de la dépression? Ouais. Vu de ma fenêtre, j'ai l'impression que le burn-out n'est rien de plus qu'un épisode dépressif qu'on suppose déclenché par ou en partie par un stress professionnel. Je suis entièrement d'accord Bah avec vous. oui, Je ne complètement. trouve pas cette typologie très pertinente. Alors, moi, je vous réponds, je donne mon avis, ma femme est d'accord. Moi, je pense qu'il faut différencier dépression Bah, de réponse au stress, éventuellement, quoi. de dépression du trouble bipolaire, Oui, c'est ça. dépression Ouais, ça. maniaco-dépressive versus le reste. Moi, Mm. je ferais ça. Parce que dans un cas, il y a une maladie mentale avec des cellules mentales, cellules neuronales Qui qui déconne. déconnent et qui vont vous tuer Et si vous faites rien. c'est le cerveau qui switch, quoi. Et le cerveau Ça vient pas foire d'un complet. événement, ça vient pas forcément d'un Ça événement peut extérieur. subir et moi, tous les hivers, j'étais suicidaire et franchement, Mm. il pouvait se passer tout et n'importe quoi, rien ne change. Bref. Et une réponse au stress, ce que la dépression est pour plein de personnes. Après, on n'est pas tous égaux. Il y a des patients, vous faites tomber 3 verres d'affilée, et paf, réponse au stress, ils sécrètent Mm. des glucocorticoïdes, machin, alors que d'autres se disent, bon, bah, écoutez, c'était le moment de changer la vaisselle, hop, j'appelle le banquier, enfin, C'est ouais. ça. Non, non. On n'est pas tous égaux dans nos réponses au stress, mais clairement, le burn-out, c'est un excellent exemple. Enfin, je veux dire, vous avez pigé ce que plein de personnes n'ont pas pigé. Mm. De classifier les symptômes en fonction de ce qui les a déclenchés, vu que la dépression est aspécifique et peut se voir dans l'obésité, la démence, la sclérose en plaques, le stress environnemental précoce, machin, en fait, ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on fasse un diagnostic pour chaque truc. Et donc, effectivement, le burn-out et les dépressions, ça n'a rien de différent, sauf si on parle de dépression au sens maladie mentale, qui n'a rien à voir entre les deux. Et Mm. donc là, c'est le problème de la santé mentale pour tout le monde, c'est qu'on est en train de mélanger des concepts qui n'ont parfois rien à voir, ça va, à mon avis, se payer à un moment ou à un autre, parce qu'on peut pas avoir tous les gens qui viennent en disant au cabinet, en disant je fais un burn-out au stress, machin, on va exploser, on va Ouais. exploser. Quand le ministre dit il y a 13 millions de patients avec des troubles de santé mentale, euh, ça dépend où on met la limite, hein. Mais je pense qu'on ferait pas ça dans un. On n'a pas tous une santé mentale, c'est impossible. C'est-à-dire, donc là, il y a la différence entre santé mentale, je fonctionne le mieux possible avec les outils que j'aime et mes outils ne sont pas mauvais. Faut juste que pas que j'essaye de déboulonner. Et donc là, on est plus, oui, sur un bien-être Tu vois, faut mental. pas, si j'essaye de déboulonner la tour Eiffel avec un tournevis, ça va pas le faire. Mm. Versus la maladie mentale où j'ai une boîte à outils qui marche pas, quoi. Mm. Donc, à mon avis, il faut faire la diff. On en fait une dernière ou pas?
Ouais. Quelle différence faites-vous entre un syndrome TDAH et une maladie trouble borderline? Merci. Bah, moi, Ah, j'aime bien ces questions. ça, c'est un truc qui t'est assez personnel pour le Comment coup. ça? Enfin, je veux dire, c'est pas des recommandations officielles, faut le dire, quoi. Ouais, mais là, les gars, ça fait 1 heure qu'on est là. Eh, Type, s'il est encore là, ou la personne, c'est qu'elle est pas là pour les ou la nana, recommandations. peut-être. La différence entre un syndrome et une maladie, ben, moi, je fais ça parce que il y a la vidéo de Gamy qu'on va sortir qui explique C'est ça. relativement bien, en fait. Grosso modo, en maladie infectieuse, vous passez pas sur le fait que les gens ont de la fièvre, Mm. parce que sinon, c'est tout le service. Putain. Et il y a des gens qui peuvent être infectés et qui n'ont pas de fièvre. Ou alors, Ça ils ont. veut dire qu'en gros, dans le service, ils ont tous la même maladie. Donc, ça marche pas. Mm. Et le TDAH, si vous regardez la définition, que ce soit la définition bête et méchante dans le DSM, avec les critères d'inattention ou d'hyperactivité, vous pouvez appliquer ça à virtuellement tous les patients atteints de troubles psychiatriques. Pas de souci. Le cut-off a été changé à partir de 12 ans. Avant, c'était 7, ils sont passés à 12 ans. Mais vu que tu peux avoir des symptômes sans avoir été officiellement gêné avant 12 ans, ça Mm. marche quand même. En fait, laisse tomber, ça peut s'appliquer partout et c'est ce qu'on voit dans les études. Plus de 85% des patients atteints d'un TDAH, ils ont d'autres problématiques, notamment d'humeur, etc. Moi, au cabinet, je dois avoir, je sais pas, 5% de mes patients sous TDAH qui n'ont que ça. Mm. À 5% à tout péter. Oui, c'est pas fréquent. C'est rare ici. Chez les Euh, enfants, c'est Chez les enfants, plus oui. Chez fréquent, les enfants, c'est beaucoup plus plus fréquent. fréquent. Mais chez les enfants, quand tu regardes le nombre de comorbidités qu'il y a, euh, Bah, à l'âge adulte, après, oui, à l'âge bah, adulte. en fait, c'est galère. Et après, tu as des enfants qui vont grandir de leur TDAH. Et là, c'était vraiment qu'un retard. Enfin, tu vois. Mm. Donc, en fait, moi, je fais la différence entre une maladie genre maniaco-dépression et le TDAH parce qu'il faut hiérarchiser un petit peu ces prises en charge. Et quand tu arrives aux urgences et que tu as à la fois des problèmes de concentration et que tu urines trop et que tu as perdu du poids et que tu as une odeur particulière, et ben, il te file un traitement pour le diabète. Mm. Il te file pas un traitement pour la concentration, Oui. un traitement pour le nettoyage de dents Mm. et des stéroïdes pour prendre du poids. Et donc là, c'est pareil quand vous arrivez et que vous avez des problématiques d'humeur, de sommeil et de concentration. Et ben, si on peut, on diagnostique pas un TDAH, une insomnie et un trouble dépressif. On regarde s'il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer tout ça. Et du coup, souvent, le trouble borderline, la maniaco-dépression, la schizophrénie, l'état de stress post-traumatique peuvent expliquer d'autres symptômes moins nobles Oui. Et je tels que crois le que TDAH. ouais, c'est ça. Et puis je crois que tu as déjà fait une vidéo là-dessus, mais en gros, ce que toi, il me semble, ce que tu appelles maladie, ça va être plus un truc qui va suivre les définitions de Créplin avec une évolution commune à tous, avec un truc beaucoup mieux référencé, beaucoup mieux répertorié, qui unifie vraiment Ouais, c'est ça, c'est que sous un même nom une vraie maladie qui qui différencie, parce marche. que voilà, maniaco-dépression, bah, vous arrivez à faire la différence entre ça et un PTSD, parce que ça répond pas au même traitement, parce que dans le temps, les deux ne se recoupent pas, parce que les antécédents familiaux de gens qui ont un PTSD et de gens qui ont un maniaco-dépression ne sont pas les mêmes, etc., etc., etc. Alors que dans le TDAH, bah, tout ça est faux. Oui, La réponse au traitement peut se voir avec un truc, avec un autre, les antécédents familiaux aussi. Dans ma famille, un TDAH, je peux avoir un TDAH aussi. Le problème, c'est que dans la famille, il y a aussi plein d'autres trucs que je peux avoir aussi. Et donc, en fait, ça se recoupe énormément, quoi. et trouble borderline, t'avais appelé ça maladie? Trouble borderline, ouais, je crois que ça fait partie des trucs Bien plus ou moins défini? bien C'est définis. vrai que Alors, je mal vois. défini dans le DSM, Ah oui, c'est ça, oui. mais, D'accord. mais pas en tant que trouble de personnalité, parce que ça, c'est un Oui. concept qui est complètement fumos. Mm. Mais de façon très claire, Oui, il y d'accord. a des patients qui vont avoir un comportement que tu arrives à petit peu près à identifier, Oui, oui, oui. Ok. Mm. probablement qu'il est induit par des adversités Oui, puis qui infantines ont une majeures, évolution en plus qui est assez et similaire, assez avec similaires, une etc. atténuation à partir de 40 ans à peu Qui ont près. moyenne Oui, une voilà. excellente réponse à la thérapie quand elle est Oui, bien c'est faite, ça. Oui, oui, d'accord. tu vois. Ok. Donc voilà, pause, hein. Mm. Bon, et ouais, à plus tard. À plus tard. Au revoir.
Ouais, on fera la suite après, hein. Ah, ça fait trop, faut qu'on bouffe.